Chers étudiants, bonjour. C'est la vidéo numéro 3 et c'est la suite du cours de biologie moléculaire partie 2. La dernière fois, je me suis arrêté au niveau de l'utilisation des enzymes de restriction au laboratoire. Comme nous avons vu auparavant, les enzymes de restriction sont produites par les bactéries pour se protéger, se défendre contre les attaques par les phages, l'équivalent des virus chez les eucaryotes. Les chercheurs et les savants ont utilisé cette caractéristique, à savoir donc la production d'enzymes de restriction par les bactéries, et on a purifié ces enzymes de restriction pour les utiliser au laboratoire dans pas mal de techniques de biotechnologie et de biologie moléculaire. Donc, les enzymes de restriction sont utilisées au laboratoire pour déterminer la carte de restriction de l'ADN, c'est-à-dire localiser et positionner les différents sites de restriction sur un ADN donné, que ce soit un plasmide, un ADN circulaire ou un ADN linéaire. Donc, on va voir un TD qui traite les enzymes de restriction et comment établir une carte de restriction. Une autre utilisation des enzymes de restriction, c'est la digestion de l'ADN chromosomique et plasmidique dans l'objectif de réaliser le clonage. Le clonage, c'est le fait de choisir un fragment d'ADN d'intérêt, de l'insérer dans un plasmide, appelé aussi vecteur de clonage, et de l'avoir à notre disposition pour réaliser des études ou des expériences ultérieures. Alors, comment on réalise le clonage? Donc, il nous faut, dans un premier temps, un plasmide qu'on appelle le vecteur de clonage, qu'on va couper par l'enzyme EcoR1. Alors, le plasmide, exemple, on peut utiliser le plasmide PUC22. Et de manière générale, quelles sont les caractéristiques d'un plasmide? C'est qu'il possède un gène de résistance à l'antibiotique. Et ce gène, c'est important parce qu'il va servir à la sélection après, dans les étapes ultérieures du clonage. Deuxièmement, vous le savez, donc le plasmide possède une origine de réplication et il est autoréplicatif. Alors, ça veut dire quoi autoréplicatif? L'exemple du plasmide PUC18, c'est un plasmide qui a un nombre de copies bien déterminé et il est à peu près de 450 copies par bactérie. C'est-à-dire que dès un plasmide pénètre à l'intérieur de la bactérie, il va s'auto-répliquer pour atteindre le nombre de copies appropriées. Si vous voulez, on va dire qu'il est programmé pour ça. Dès qu'il pénètre à l'intérieur de la bactérie, autoréplication, indépendamment de la réplication chromosomique de la bactérie, et tout ça pour atteindre le nombre de copies appropriées. Bien. Donc, pour réaliser le clonage, on coupe par écho. Et écho, il se trouve à ce niveau-là. Et en fait, une autre caractéristique des plasmides, c'est qu'il possède dans cette région-là ce qu'on appelle un site multiple de clonage. On peut cloner l'ADN qui nous intéresse. Lorsqu'on coupe donc le plasmide par écho, on obtient un plasmide linéaire. Vous voyez, donc voilà, c'est un plasmide linéaire qui est coupé. Alors tout ça, on va le réaliser dans un tube Eppendorf. Deuxième tube Eppendorf, on va mettre de l'ADN, qu'on va digérer aussi par écho. Et tout ça, c'est pour avoir les mêmes extrémités, pour avoir des fragments de restriction avec les mêmes extrémités qui sont compatibles. Donc, on va avoir plusieurs fragments, n'est-ce pas? L'ADN est digéré par écho, on va avoir plusieurs fragments de restriction. Et parmi ces fragments, on a le fragment d'intérêt, c'est-à-dire je veux cloner ce gène-là. Vous voyez ici, donc, on va le cloner, et donc c'est le fragment qui nous intéresse. Ça, c'est dans un autre tube Eppendorf. Après, la deuxième étape qu'on va réaliser, c'est ce qu'on appelle l'étape de ligation. C'est qu'on va mélanger le plasmide linéaire et les fragments d'ADN dans un autre tube Eppendorf. Ici, on va mélanger les deux. Et on va ajouter une enzyme qui s'appelle la ligase. Et c'est le mélange de ligation qui va coller, la ligase va coller bien sûr les extrémités des fragments entre elles. Alors,
qu'est-ce qu'on obtient comme résultat lorsqu'on mélange plasmide linéaire, comme ça, coupé par écho, et des fragments d'ADN? Alors, on aura deux possibilités. Première possibilité, c'est que il y aura donc insertion, donc clonage, hein, insertion de ce fragment d'intérêt dans le plasmide. D'accord? Ici, dans le plasmide. Et on obtient donc ce qu'on appelle un plasmide recombinant. Parce que il y a ici le fragment qui est cloné, qui est inséré au niveau du plasmide. Plasmide recombinant. Deuxième possibilité, c'est qu'on va avoir maintenant un plasmide, vous voyez, regarde comment il est, un plasmide qui s'est recircularisé sur lui-même. Donc c'est le même plasmide qui s'est recircularisé. Alors oui, ici, vous voyez ici dans ce qui est en jaune, en fait, c'est une partie du gène bêta-galactosidase, qui est là, d'accord? Et vous voyez donc le plasmide qu'on obtient après l'expérience de ligation, c'est qui est le même que le plasmide de départ. C'est le plasmide natif, d'accord? Plasmide natif. Donc, après ligation, on obtient des plasmides natifs qui proviennent de la recircularisation de l'ADN de plasmide sur lui-même, et on obtient un deuxième plasmide recombinant dans lequel on va avoir le fragment d'ADN d'intérêt. Donc ça, on a ici un mélange, tout ça c'est un mélange de ligations dans un tube Eppendorf. La troisième étape maintenant, c'est on va réaliser une transformation de la bactérie Escherichia coli par ce mélange de ligations. Donc on va prendre un petit volume de ce mélange de ligations qui contient les plasmides natifs recombinants et on va l'ajouter à la bactérie, d'accord, dans un tube Eppendorf. Donc on aura un mélange de transformation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On aura on aura trois possibilités. On va avoir donc des bactéries, d'accord, après transformation. On va avoir des bactéries, voilà, vous voyez le bactérie ici avec son chromosome, avec le plasmide, vous voyez ici, avec l'insert. Vous voyez ça, c'est le plasmide recombinant, on le trouve ici. Donc on va avoir des bactéries avec le plasmide recombinant. On va avoir des plasmides avec le plasmide, des bactéries avec le plasmide natif. Ah, il n'y a pas d'insert à ce niveau, donc c'est le plasmide natif. Et on va avoir aussi des bactéries qui n'ont rien reçu, donc qui n'ont pas été transformées. Donc là, ce sont les transformants, c'est-à-dire les bactéries qui ont reçu le plasmide, ils ont été transformés. Par contre, là, c'est une bactérie qui n'a pas été transformée. D'accord? Donc, après transformation, on va avoir un mélange où on a bactéries transformées par les plasmides recombinants, bactéries transformées par les plasmides natifs et des plasmides non transformés. Bien, alors donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce mélange, en fait, tout ça, ce qui m'intéresse, cette bactérie-là ne m'intéresse pas. Celle-là, elle ne m'intéresse pas. D'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est la bactérie qui contient le plasmide avec mon insert que je veux cloner. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire après? La quatrième étape, c'est que je vais étaler, parce que là, c'est un mélange, vous voyez, donc là, c'est un mélange de bactéries. C'est un mélange de bactéries. Donc, je vais prendre un volume et je vais l'étaler sur une boîte de pétri contenant un milieu appelé milieu sélectif. Alors, qui contient un antibiotique. Et l'antibiotique, c'est l'antibiotique qu'on voit ici, c'est le gène de résistance à l'ampicilline. Hein, l'exemple qu'on va prendre ici pour le PUC18, c'est le gène de résistance à l'ampicilline. Donc, on va utiliser dans le milieu l'ampicilline comme antibiotique. Et c'est un milieu sélectif. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, lorsqu'on prend un petit volume, on étale sur la batterie, donc on dépose les bactéries sur le milieu sélectif, on ne les voit pas, n'est-ce pas, parce qu'ils sont microscopiques. Et on va les incuber les boîtes à 37 degrés pour permettre la croissance des bactéries. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc on va déposer, supposons qu'on a ici la bactérie 1, on va dire que c'est celle-là. Puis après, on va déposer la bactérie, celle-là, par exemple, c'est la bactérie qui contient le plasmide natif. Et on va dire que celle-là, c'est la bactérie non transformée, celle-là. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la bactérie
non transformé, elle, il n'a pas de plasmide, donc il ne va pas pousser parce qu'il y a l'antibiotique. Il n'est pas résistante à l'antibiotique. Par contre, on a ces deux bactéries-là, donc transformées, elles vont pousser. Pourquoi? Parce qu'elles sont résistantes à l'antibiotique grâce à la présence de plasmides, puisque le plasmide, il porte le gène de résistance à l'antibiotique, à l'ampicilline. D'accord? Donc là, c'est ce que j'ai noté ici. Vous voyez, donc là, c'est la bactérie avec le plasmide recombinant, avec l'insert. Vous voyez ici rose, là, ici 2. Là, par exemple, cette bactérie n'a pas poussé, celle-là, il n'a pas poussé, parce que donc c'est la bactérie non transformée qui ne contient pas de plasmide. Et celle-là, il a poussé, donc je l'ai noté aussi en vert pour vous dire que voilà, c'est la bactérie qui contient le plasmide natif. D'accord? Maintenant, pour séparer ou bien pour différencier entre les deux, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un criblage. Et c'est la raison pour laquelle c'est en même temps dans le milieu sélectif, on va mettre le X-gal. On va mettre le X-gal, qui est un analogue du lactose. Alors d'accord? Et que ce substrat X-gal, c'est un substrat chromogène, c'est-à-dire un substrat non coloré, mais une fois hydrolysé, il va donner un produit coloré qui peut être mesurable au spectrophotomètre ou même visible à l'œil nu hein, sur la boîte électrique. Bien. Alors, on utilise X-gal pourquoi? C'est un analogue du lactose. Et je reviens maintenant sur le plasmide, le vecteur de clonage qu'on a utilisé, c'est qu'il possède ici à ce niveau-là une partie du gène bêta-galactosidase. D'accord? Une partie du gène bêta-galactosidase. Alors, et le fait que on a ici un site de clonage, on a ici, si on digère par écho, d'accord, et on insère un fragment, donc qu'est-ce qui se passe après? Donc c'est une mutation insertionnelle. Le gène, partie du gène bêta-gal, il ne va pas s'exprimer parce qu'il est coupé en deux et à l'intérieur on a un insert. Donc le gène bêta-galactosidase devient non fonctionnel. Donc on n'aura plus de bêta-galactosidase. Et donc, si on n'a pas de bêta-galactosidase, il n'y aura pas hydrolyse du lactose ou l'analogue de lactose. Par contre, pour l'ADN, n'est-ce pas, pour l'ADN natif, là, s'il n'y a pas insert, donc on a la partie bêta-galactosidase qui est intacte. D'accord? Donc, la bactérie transformée par le plasmide recombinant, vous voyez ici, celui-là, elle ne possède pas le bêta-galactosidase. D'accord? Parce qu'il y a l'insert au milieu du gène bêta-galactosidase. Donc, il n'y a pas hydrolyse de X-gal qui est dans le milieu. Par contre, la bactérie qui contient le plasmide natif, ce plasmide natif, celui-là, le plasmide natif possède la partie bêta-galactosidase qui est intacte. Et donc, il y aura hydrolyse de X-gal et par conséquent, la colonie va être colorée en bleu parce que X-gal hydrolysé, il va libérer le X qui est bleu et donc la bactérie devient bleue. Par contre, la bactérie qui contient le plasmide recombinant, elle n'est pas colorée, elle reste toujours colorée normale, c'est-à-dire la couleur beige. D'accord? Donc, les recombinants, donc les bactéries possédant les plasmides recombinants, vont avoir une couleur beige normale. Par contre, les bactéries non possédant les plasmides non recombinants, plasmides natifs, on va avoir une couleur étape. Donc, c'est une bactérie dans laquelle on va avoir le plasmide avec l'insert d'intérêt. Et comme le plasmide possède un nombre de copies qui est élevé, donc on va avoir le gène dans chaque bactérie, le gène inséré, le fragment inséré, va exister en 450 copies par bactérie dans le cas de plasmide PUC18. Une autre possibilité de l'utilisation des enzymes de restriction, c'est l'analyse de la longueur des fragments de restriction d'un ADN donné. C'est ce qu'on appelle la technique RFLP. C'est le polymorphisme
du longueur des fragments de restitution. Cette technique RFLP permet la recherche des variations individuelles. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que la RFLP, c'est une technique d'analyse de la séquence primaire de l'ADN à la recherche de substitution. Ça va nous permettre de chercher s'il y a des substitutions. S'il y a d'insertion, c'est d'un nucléotide ou insertion d'un fragment de données, ou de délétion d'un nucléotide ou d'un fragment donné, qui modifie le nombre de sites de restitution. Vous voyez, donc, ça veut dire que on aura l'ADN et on a des mutations qui vont modifier les sites de restitution. Et donc, lorsqu'on modifie le nombre ou les sites de restitution, on va modifier la longueur des fragments de restitution. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chromosome, par exemple, nous tous, on a les mêmes gènes. Bien. Mais il y a une partie très importante au niveau de l'ADN, au niveau de nos chromosomes, au niveau de l'ADN, c'est ce qu'on appelle les régions intergéniques. Et là, dans cette région intergénique, on peut avoir pas mal de sites de restriction. D'accord, des sites de restriction. Même, on peut avoir aussi des sites de restriction de les gènes. D'accord. Et les mutations, donc il y a pas mal de mutations au niveau des sites de restriction qui se trouvent au niveau de la région intergénique. Ce qui fait que finalement, lorsque je digère un chromosome donné d'un individu, on va avoir un profil RFLP qui est propre à l'individu. En fait, chaque individu va avoir un profil RFLP individuel, propre à lui. C'est comme les empreintes, chacun a des empreintes propres à lui, donc c'est la même chose. Alors, par exemple, je prends l'exemple ici de 3 personnes A, B, C, et on digère donc l'ADN total, et après on fait l'électrophorèse en gel d'agarose. En gel d'agarose, donc il y a une erreur, gel d'agarose. Vous voyez donc là, puis après on obtient ce qu'on appelle ici une échelle de fragments, parce que l'ADN a été coupé. Et ce qu'on va avoir, c'est que lorsqu'on analyse les profils, c'est que chaque individu a son propre profil RFLP. Alors, on compare la personne A et B, donc il y a certains fragments qui sont les mêmes, hein, même longueur, mais on va voir que ici, par exemple, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de ce fragment-là, on ne le trouve pas ici. Pareil, ici, on a un fragment qu'on ne trouve pas là. Bon, ici, il y a des fragments, on trouve ce fragment, mais la même chose. Donc, vous voyez, si on compare C avec A, voilà, donc chaque individu a un profil RFLP bien déterminé et propre à lui.